Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc récapituler le cours de la semaine dernière. Bien sûr, vous pouvez poser des questions et m'interrompre quand vous le souhaitez pour avoir des précisions. Donc, on avait travaillé sur le nom et le groupe nominal déjà la semaine précédente, et donc sur la question du déterminant, des différents types d'articles, et en particulier de la distinction très importante entre extension et extensité. Donc, je vous rappelle, l'extensité, elle est régulée par les extensions nominales, et l'extension, elle est régulée par les déterminants. Donc, l'extension a à voir avec disons, la largeur du concept, si vous voulez. Le concept est plus ou moins général, le concept auquel renvoie le mot est plus ou moins général. En ce sens, véhicule est plus général que voiture, etc. Et puis les déterminants, eux, renvoient plus à la question de l'extensité, donc de la quantité, si l'on veut, de zéro, pour des déterminants comme aucun, etc., à l'infini, quand on a de la généricité. Et puis, on l'avait vu aussi, les déterminants possessifs et démonstratifs régulent les deux en même temps. Je ne reviens pas donc sur ce schéma de l'article qui indique les deux tensions de généralisation et de particularisation. J'avais insisté en particulier sur le partitif, en vous expliquant bien qu'au fond, dans le partitif, on a deux visions possibles. Soit on a une vision dans laquelle on a le type de nom, donc non comptable ou non massif, et puis c'est l'article qui s'adapte au nom considéré. Donc par exemple, avec un nom comptable comme chaise, je peux mettre aussi bien un article défini, bien sûr, mais ça je le peux aussi bien avec les noms massifs qu'avec les noms comptables. En revanche, pour l'indéfini, c'est possible pour chaise parce que c'est un nom comptable, mais ça n'est pas possible pour bout parce que c'est un nom massif. Donc je peux dire il y a une chaise dans le bureau, mais je ne peux pas dire il y a une boue par terre où il faut un courage pour faire cela, sachant que boue et courage sont des noms massifs. L'un parce qu'il est abstrait et l'autre parce que c'est un concret massif. Et puis le partitif, inversement, ne fonctionne pas avec le nom comptable, mais l'article partitif fonctionne avec les noms massifs. Donc ça, c'est une répartition indiquant que c'est une présentation qui tente à indiquer que l'article s'adapte au nom. J'ai un nom comptable, j'utilise un article indéfini. J'ai un nom massif, j'utilise un article partitif. Mais ce qu'on avait vu, c'est qu'il y a le point de vue inverse. C'est-à-dire que je peux transformer le groupe nominal en choisissant le déterminant. Donc à ce moment-là, dans cette deuxième perspective, c'est le déterminant qui contrôle le type de groupe nominal qu'on obtient. Pas le type de nom, mais le type de groupe nominal. Et c'est dans cette situation, même si bœuf est un nom comptable, je peux, en utilisant un article partitif, je peux le transformer en groupe nominal massif. Je mange du bœuf, de la viande de bœuf. Alors ça ne marche pas forcément avec tout, mais il y a toujours des emplois quand même, même un peu inattendus. Vous voyez par exemple une chaise. Ça semble très difficile de fabriquer du partitif avec une chaise. Pourtant, on pourrait très bien imaginer qu'un fournisseur, par exemple un grossiste, va dire on a reçu de la chaise aujourd'hui. Vous voyez, pour dire des chaises, mais de la chaise, parce que pour lui, voilà, il est habitué, on reçoit de la chaise, on reçoit du tabouret, etc. Bon, voilà. Donc, on peut toujours imaginer des situations dans lesquelles il y a cette transformation d'un nom comptable en nom massif ou d'un nom massif en nom comptable. Alors, ensuite, on avait vu les autres types de déterminants, le possessif, le démonstratif, qui tous les deux ont cette particularité d'avoir un double aspect. Le possessif comme le démonstratif intègrent l'information véhiculée par l'article défini le, mais ils ajoutent autre chose. Donc le possessif ajoute une information liée à la personne. Mon chapeau, c'est le chapeau de moi. Pour le gloser d'une façon simple. Et le démonstratif, lui, apporte une information soit anaphorique, soit déictique, c'est-à-dire cet arbre, c'est soit l'arbre que je vois ici en face de moi, soit l'arbre dont j'ai parlé juste avant. Donc, c'est pour cette raison que le possessif et le démonstratif régulent en même temps l'extension et l'extensité. Ensuite, on avait vu les autres types de déterminants, les numéros, les indéfinis, et puis le cas un peu à part, disons, du déterminant quel, qui peut être interrogatif ou exclamatif.
Et puis d'autres déterminants comme combien, qui peut être aussi un interrogatif. Alors, j'avais terminé en vous proposant cet exercice sur les déterminants, hein, un simple exercice d'identification des types de déterminants. Et là, je réponds à vos questions, si vous en avez, sur le cours donc de la semaine dernière, avant de corriger cet exercice. En fait, c'était par rapport au format de l'examen et à la capsule pédagogique. Oui, d'accord. Non, mais on peut répondre aussi aux questions qui concernent l'examen. Donc, de toute façon, c'est important que je le dise même dans l'enregistrement. Donc, le format de l'examen, de toute façon, je vous donnerai la semaine prochaine un examen qui sera exactement de la même forme que celui qui sera l'examen final. C'est-à-dire, vous avez un texte avec un certain nombre de mots ou de groupes de mots qui sont soulignés, hein. Donc des séquences, des mots ou des séquences qui sont soulignés qu'il faut analyser, ça c'est la première question, sur 10 points, et ensuite vous avez à étudier les subordonnées dans le texte, hein. C'est sur 10 points aussi. Donc là les subordonnées, on a commencé de voir un petit peu d'une manière générale les grands systèmes d'imbrication, hein, comment, de quelle façon il y a des inclusions de structures dans d'autres structures, mais aujourd'hui et éventuellement dans le cours complémentaire que je donnerai sur le site du cours, on va compléter en examinant les différents types de subordonnées, mais au fond c'est pas très compliqué une fois qu'on a compris les systèmes d'imbrication. Donc la question sur les subordonnées, elle est importante parce que, si vous voulez, ça permet de voir si vous avez bien compris les structures générales de la phrase. Voilà. Donc ça, c'est la partie examen, vous avez une note sur 20. Bon, maintenant, j'ai proposé cette année, c'est vrai que je n'y avais pas pensé les années précédentes, que vous puissiez avoir cette possibilité de m'envoyer donc une petite capsule de 2-3 minutes, 3-4 minutes maximum, mettons, portant sur un point précis de grammaire, dans une perspective donc d'apprentissage de la grammaire dans le cadre du français langue étrangère, quel que soit le niveau, hein, que ce soit B1, B2, C1, ce que vous voulez. Et ça, vous êtes totalement libre de la concevoir comme vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous le faites, ça vous donnera des points en plus sur l'examen. Je ne peux pas vous dire exactement comment, parce que je n'ai jamais expérimenté, mais si vous souhaitez le faire, si vous avez le temps, et que vous vous sentez peut-être un peu fragile pour l'examen, ça vous donne une petite sécurité, ça vous donnera quelques points en plus pour l'examen. Hein. Et alors là, en termes de délai, il faudrait quand même le faire assez vite, parce qu'il faut que je transmette vos notes. Écoutez, non, les notes, ça peut être jusqu'à début janvier, je pense, hein, parce que le jury de la licence a lieu dans la deuxième quinzaine, je ne me souviens plus exactement de la date, mais dans la deuxième quinzaine de janvier. Donc on doit donner les notes finales à ce moment-là. Donc voilà, vous avez jusqu'à début janvier, disons, pour m'envoyer cette capsule vidéo. D'accord ? Oui, allez-y. Ça peut être en groupe de 2 ou pas ? Oui, vous pouvez le faire à 2. Et ça porte sur n'importe quel sujet de grammaire ? Alors un point précis de grammaire, mais il est préférable, il est plus prudent de me le soumettre avant. Hein, de me dire, voilà, je voudrais faire ma capsule sur tel sujet, et là, je valide ou non, ou je vous demande de préciser, ou je vous dis là, c'est trop compliqué, c'est pas une bonne idée, faites plutôt ça. Voilà, d'accord, hein, si vous souhaitez faire cela, vous me le soumettez avant. Et vous faites une capsule vidéo, comme tu le disais, pour des élèves ou Oui, non, pour des élèves. C'est ça l'idée. C'est que si c'est bien fait, on peut les garder comme des sortes de ressources que des apprenants en FLE pourront eux-mêmes directement utiliser. Pas d'autres questions ? Bon, très bien. Alors, on va donc tout d'abord corriger rapidement cet exercice. Donc, j'ai mis en rouge tous les cas de déterminants, je vais les énumérer rapidement, ça ne pose pas de difficulté, c'est pas très compliqué hein, d'identifier les déterminants, sauf éventuellement dans des cas de déterminants complexes, mais on n'en avait pas dans ce texte.
Donc, vous m'interrompez si vous avez des questions. J'ai souligné quand il y a une absence de déterminant, mais il y a quand même un nom. Donc, l'idée, quand même, quand vous étudiez des déterminants, quand vous voulez vérifier, par exemple, si vous proposez un exercice sur les déterminants avec des élèves et que vous voulez vérifier que vous n'avez oublié aucune occurrence, il faut vous repérer au nom. Il faut repérer d'abord tous les noms, et ensuite vous regardez, s'il y a un nom, il y a de fortes chances qu'on ait un déterminant, mais pas forcément. Hein. Bon, donc j'ai souligné quand on a des groupes nominaux sans déterminant. Donc ma vie, déterminant possessif, sans doute, là vous voyez, doute c'est un nom, mais on n'a pas d'article. Hein. Au milieu des livres, c'est de les, hein, donc un article défini contracté, dans le bureau article défini, de mon grand-père déterminant possessif, défense était faite, là c'est aussi un nom sans déterminant, une fois l'an. Alors, bon, là on peut hésiter, mais bon, sans entrer dans le problème de savoir si on a affaire à une locution, on va dire que fois c'est un nom et que vous avez un article indéfini ici, et l'an et l'apostrophe un article défini. La rentrée d'octobre, article défini, d'octobre, il n'y a pas d'article ici. C'est Pierre Levé, donc là c'est un déterminant démonstratif qui est anaphorique. Hein. C'est Pierre Levé, ça renvoie aux livres, hein, c'est une métaphore pour parler des livres dont il est question juste avant. Serré comme des briques, des articles indéfinis pluriels, les rayons de la bibliothèque, article défini, les articles définis là. En allée de menhir, pas d'article, pas de déterminant devant aller ni devant menhir. La prospérité de notre famille, là, article défini, dans notre famille, déterminant possessif. Elles se ressemblaient toutes, je vais me battre dans un minuscule sanctuaire, article indéfini. Donc, vous voyez, plutôt un article indéfini que déterminant numéral. Hein. Mais comme je vous l'ai dit, le 1, on peut toujours hésiter, est-ce que c'est un numéral ou un article? Bon, quand il n'y a pas de contexte qui permet de désambiguïser, on reste dans l'hésitation. Entouré de monuments trapus, là il n'y a pas d'article, qui m'avait vu naître et dont la permanence, article défini, me garantissait un avenir, article indéfini, le passé, article défini. Je les touchais en cachette. Pas d'article devant cachette, mes mains, déterminant possessif, leur poussière, déterminant possessif, j'assistais chaque jour, déterminant indéfini, chaque, à des cérémonies, article indéfini pluriel, le sens, article défini, mon grand-père, déterminant possessif, d'habitude, là il n'y a pas d'article, ma mère, article défini, déterminant possessif, lui boutonnait ses gants, déterminant possessif. Donc, vous voyez, à chaque fois, les possessifs, ils sont aussi anaphoriques. Hein. Ma mère, non, mais ses gants, c'est les gants du grand-père, hein, dont on parlait avant. D'accord ? Le déterminant de troisième personne, il est anaphorique. Ces objets culturels, donc là, on a un déterminant démonstratif qui, là aussi, est anaphorique, hein, qui renvoie au livre dont on a parlé depuis le début du texte. Une dextérité, article indéfini. J'ai vu 1000 fois, 1000 déterminants numéral, hein, devant fois, se lever d'un air absent, un article indéfini, le tour, article défini, sa table, déterminant possessif, qui renvoie toujours au même grand-père, traverser la pièce, article défini, deux enjambées, déterminant numéral, prendre un volume. Alors là, bon, on peut penser qu'on a affaire quand même à l'article, au déterminant numéral 1. Hein. Mais on peut aussi interpréter un volume quelconque. Mais bon, là, l'interprétation numérale pourrait être privilégiée. Le temps, article défini, en regagnant son fauteuil, déterminant possessif. Un mouvement combiné, un article indéfini. Du pouce. C'est un mouvement combiné du pouce, c'est de le pouce. Hein. Donc on a ici, si on avait l'index par exemple, on aurait un mouvement combiné de l'index. Donc on a bien, d'ailleurs on l'a de l'index un peu plus loin, on a bien un article défini contracté, de plus le. Donc l'index, article défini. Un coup sec, article indéfini. La bonne page, article défini. Un soulier, article
indéfinie. Ces boîtes, à nouveau, ce sont les livres dont il est question, donc c'est un déterminant démonstratif anaphorique. Donc vous voyez comment on a des recatégorisations du même objet, hein. C'est-à-dire les livres, elles sont, enfin disons le référent des livres dont il est question ici, sont recatégorisés avec des déterminants démonstratifs anaphoriques de multiples façons. Vous voyez, ces pierres levées, ces objets culturels, ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres, etc. Oui. Excusez-moi, j'ai pas bien compris pourquoi entourer d'un monument, le deux ici, il n'est pas déterminant. Alors c'est une préposition. Hein. Si vous aviez, par exemple, un déterminant, ce serait entouré de certains monuments, par exemple, ou de quelques monuments. Donc on voit bien là que le de, c'est entouré de. Ça va avec entouré, c'est la préposition. Hein. Mais vous faites bien de poser la question parce que le de, parfois, fonctionne comme un genre de déterminant. La bonne page, un soulier, donc j'en étais où? Ces boîtes, comme des huîtres, article indéfini pluriel. Alors, rappelez-vous, hein, il faut faire attention avec des. Ce D dans des huîtres, c'est pas le même que le D au milieu des livres. Hein, ou D au milieu des livres, c'est 2 plus les, c'est-à-dire l'article défini contracté, tandis que des huîtres ici, c'est l'article indéfini pluriel. La nudité, là, article défini, leurs organes, déterminant possessif, des feuilles, à nouveau article indéfini, de vénules noires, là c'est le même de que tout à l'heure, hein, c'est une préposition, et donc vénule n'a pas d'article, qui buvait l'encre, article défini, et sentait le champignon, article défini. Oui? J'ai une question par rapport à l'article contracté. La phrase, ça détermine par du pouce, combiné du pouce et comme un texte. Oui. Du coup, pour les articles contractés, il n'y a que, par exemple, le trinité, il n'y a pas de l'apostrophe de là. Alors non, du coup, quand vous avez de là ou de l'index, ça n'est pas contracté, puisque vous avez la préposition de et l'article le. Oui. Les formes contractées sont du de plus le, des de plus les, o a plus le, o a x a plus les. Oui, mais je comprends, mais par exemple, dans cette phrase-là, en fait, si tu pousses les de l'index, en fait, c'est au fond, en fait, c'est combiné de. C'est combiné de le et qui devient combiné du et le apostrophe. En fait, c'est les mêmes formes. Je comprends, vous dites que l'article contracté, c'est deux choses, c'est un mélange. Mais donc, on parle d'article défini contracté pour du. J'avoue que j'ai du mal à comprendre là où vous avez une interrogation. Mais je comprends que ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est que vous faites le parallèle tout à fait justifié entre du dans combiné du pouce et de le dans combiné de l'index. Mais vous aurez remarqué que pour de l'index, je n'ai pas mis le de en rouge. Le de est une préposition, d'accord? Le de, c'est la préposition combinée de. Combiné, on aurait pu dire combiné avec. Vous voyez, c'est une préposition. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est une préposition. Peut-être que ce qui vous gêne, c'est la dénomination article défini contracté. Mais ça, je vous l'ai expliqué. Quand on parle d'article défini contracté, c'est une facilité, mais on aurait très bien pu dire préposition contractée. Puisque l'article, ce qu'on appelle traditionnellement article défini contracté, c'est une préposition plus un article fusionné, du, de plus le, fusionné. Donc c'est autant on dit article, mais au fond, c'est autant une préposition qu'un article. Donc peut-être que ce qui vous gêne, c'est que je parle d'article pour du, mais je ne parle pas d'article avec de le. Hein. Mais c'est simplement parce qu'on a cette convention. C'est une simple convention dans la tradition grammaticale de nommer article défini contracté l'amalgame de plus le, du. C'est pour cette raison d'ailleurs, c'est pour éviter ce genre de problème que la grammaire méthodique du français parlait d'amalgame. Hein, enfin, parle d'amalgame. L'amalgame du
Comme ça, on ne dit pas que c'est un article, ni que c'est une préposition. On dit que c'est un amalgame d'une préposition et d'un article. Et du coup, ça me fait remarquer, par exemple, dans les manuels français, Oui. en fait, quand on enseigne les articles contractés, Oui. il y a souvent de là, enfin, ou à la, ou il n'y a pas que tu ou des. Ah, alors, peut-être que vous confondez avec le partitif. Parce que le partitif a aussi une forme du et il a une forme de la, par contre. Si vous dites je bois du vin, c'est l'article partitif du, hein, puisque vin est massif. Si le parallèle, c'est je bois de la bière. Mais dans ce cas-là, de la, les deux sont le partitif. Le de la fait partie. Hein. Donc, il y a ce qui serait bien, ce serait que vous me montriez si vous pouvez prendre une photo du manuel auquel vous pensez, parce que ce serait intéressant effectivement d'avoir un regard critique. Souvent, les manuels font des choix qui sont contestables du point de vue des linguistes. Hein. Mais bon, peut-être qu'il y a une ambiguïté, mais c'est tout à fait intéressant que vous le remarquiez. Si vous retrouvez ce manuel, apportez-le et puis on en rediscutera, d'accord ? Alors, oui. Finalement, si on c'est le contracté de AE, pourquoi au milieu D on a pas mis le O, pas première ligne? Eh bien, parce que j'ai considéré qu'au milieu de était une locution prépositionnelle. Hein. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez dans au milieu. Hein, j'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute dans les livres, au milieu de. Donc, je n'ai pas décomposé, mais c'est vrai qu'on pourrait. Hein. Mais pourquoi on ne peut pas décomposer? Parce que pourquoi ce ne serait pas justifié de décomposer? Parce que si vous décomposez, ça veut dire qu'on parle du milieu. Et qu'on pourrait dire au milieu des livres, ce milieu est... Bon, ben non, c'est clair que là, on ne peut pas enchaîner en parlant du milieu dans cette phrase. Donc, on a bien au milieu de qui est une locution prépositionnelle. Mais vous avez raison, j'aurais dû le dire. C'est une très judicieuse remarque. Oui. Moi, j'avais une autre question dans la troisième ligne. Oui. Ou à l'ange. Oui. On pourrait considérer le canca une fois le comme locution déterminative. Oui, c'est vrai. Mais là, j'aurais tendance à dire qu'une fois l'an, on pourrait dire cette fois a été réussi, etc. On pourrait enchaîner sur fois. Donc, une fois, on pourrait dire une seule fois, c'est moins figé. Hein. Mais dans le fond, sur le plan théorique, si vous voulez, c'est défendable, hein, parce qu'on pourrait très bien remplacer une fois par dans, par exemple, sauf dans l'année, hein, une fois l'an. Mais ici, c'est moins net. Hein, disons que, de toute façon, ces affaires de locution, on n'a pas le temps d'en parler parce qu'on n'a pas le temps de parler de tout et on essaie de, comme je vous l'avais dit depuis le début, de se concentrer sur une espèce de noyau de base de la grammaire du français, mais dès qu'on regarde les choses un peu dans les détails, ça se complique. C'est ce qu'on appelle les degrés de figement. Hein. Dans les locutions, dans les expressions figées, vous avez des degrés d'élocution plus ou moins figés. Hein. Et donc là, en l'occurrence, c'est moins figé celle-là qu'au milieu de, dans ce texte. Oui ? Du coup, j'ai une question, on n'analyse pas les articles 0. Alors non, alors là aussi c'est une bonne question. On fait en linguistique, enfin, la plupart des linguistes font une différence entre l'absence d'article et l'article 0. Hein. Mais ça c'est une question de linguiste tout à fait intéressante, hein, au demeurant. Mais on ne va pas l'aborder. On met de côté le problème en disant il y a un article, il n'y a pas d'article. J'ai trouvé les exemples. Ah, vous avez trouvé? Ah, bah très bien, bravo. On va regarder. Alors, j'ai trouvé dans c'est l'atelier A1. Ouais. Il y a ça. Alors, observez. Donc, réfléchissez. Donc, en bas, le bar en face de la rue de la Comtesse, à côté du restaurant. J'habite près des quais, à côté de l'hôtel du Nord. De la rue, 2 plus la rue égale de là. C'est pour ça que quand on enseigne article contracté, en fait, on enseigne tout ça, pas que tu ou t'es. Oui, mais alors, ça va pas du tout. Attendez, je peux... Oui, allez-y. Et il y a aussi, par exemple, là, dans Alter Ego, enfin, il y a longtemps, ça, c'est version 2012, et ça aussi. Et ça, c'est 2 avec plus article défini. Oui, alors là c'est différent parce que
Attendez un instant, Oui. juste un tout petit instant. Et là, il y a par exemple A plus article défini. Je vais au restaurant. Oui, mais alors, dans ces exercices, pardon, je réponds donc à la question. Là, ce sont des exercices où, voilà, merci. Où on demande, on a un petit tableau et puis on demande de compléter des phrases par aller au, aller à la, aller à et l'apostrophe. Donc vous avez je vais et puis restaurant, donc il faut dire au restaurant, ou je vais montagne, je vais à la montagne. Bon, donc là, en effet, on a tantôt on utilise un article défini contracté, tantôt on utilise une préposition plus un article. D'accord? Mais ça, c'est tout à fait légitime, parce que là, on est dans l'emploi. Et il faut évidemment repérer que parfois on utilise l'article défini contracté, et parfois on utilise une forme non contractée, c'est-à-dire la préposition plus l'article. Hein? Mais ça n'enlève rien, si vous voulez, à la catégorie de l'article défini contracté. Il reste que des, il parle des étudiants, des reste un article défini contracté, mais il parle de son étudiant. Là, j'ai un déterminant possessif, j'ai pas d'article contracté. Hein. Donc, selon les emplois, on va utiliser une forme contractée de l'article défini ou pas. Et ça, effectivement, ce sont des exercices d'entraînement qui sont tout à fait légitimes. Hein. Mais vous êtes bien obligé, tout au moins à un certain, encore une fois, hein, la grammaire explicite, on l'a fait qu'à partir d'un certain niveau de maîtrise du français, vous serez bien obligé à un moment donné de nommer cet article, du ou des, de le dire que là, vous utilisez un article. Que vous allez dire, par exemple, à vos élèves, je ne peux pas dire le mouvement de le pouce. Non, tu peux dire le mouvement de la main, mais tu ne peux pas dire le mouvement de le pouce. Là, au lieu de le, tu dois utiliser l'article défini contracté du. Oui, personnellement, je comprends. Mais Oui. Du coup, je trouve que ça donne encore plus de difficultés ou de complicité en enseignement. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est d'introduire cette notion d'article défini contracté. D'accord? Mais ça, vous n'êtes pas obligé dans les premiers niveaux. Quand vous voulez juste entraîner intuitivement les élèves en faisant alterner, par exemple, des noms masculins et des noms féminins. Vous voyez, parce que là, le fait, il n'y a pas d'article contracté ou féminin. Hein, d'ailleurs, ça serait intéressant linguistiquement de se demander pourquoi. Mais bon, il y a de plus le qui fabrique du, mais de plus là, ça fait toujours de là. D'accord? Donc, vous pouvez très bien faire un genre d'exercice d'entraînement où vous avez il parle de, et puis il parle, et ensuite derrière, vous mettez soit un nom masculin, soit un nom féminin. De l'étudiant, ou du problème, hein, voilà, ou de la difficulté. Il parle du problème, de la difficulté. Voilà. Et ça, vous n'êtes pas obligé de nommer l'article à ce moment-là, les différents types d'articles. Vous dites tantôt, parfois on dit du, parfois on dit de là. Bon. Mais à un moment donné de prise de conscience des notions grammaticales, vous allez dans la liste des articles, dire voilà, il y a les articles, le, la, les, un, une, des, et puis il y a des formes contractées, au, du, etc. D'accord? Ça fait quand même deux catégories d'articles. C'est la morphologie qui est différente, hein, mais du point de vue du sens, c'est la même chose. Alors, oui? Pas d'autres questions, ça va? Bien. Alors, on avance un peu, on va terminer les différentes catégories. Sur l'adjectif, qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant? On a d'abord les fonctions de l'adjectif, ça on les a déjà vues, les fonctions épithètes et attributs, d'accord? Juste, j'ajoute la fonction d'apposition. Hein. Cette avocate remarquable a gagné le procès, d'accord?
La fonction imposition, on le reverra pour la relative, parce qu'il y a aussi deux types de relatives, des relatives déterminatives qui sont un peu l'équivalent de l'adjectif épithète, et puis des relatives appositives qui sont l'équivalent de l'adjectif apposé. L'adjectif apposé ne modifie pas l'extension du nom. Hein. Alors c'est une particularité. On a dit les extensions nominales, elles réduisent l'extension du nom, d'accord ? Mais lorsque vous avez un adjectif, prenez par exemple les étudiants sérieux ont réussi l'examen. Qu'est-ce que vous comprenez ? Les étudiants sérieux ont réussi l'examen. Vous comprenez qu'il y a un sous-ensemble des étudiants qui sont les étudiants sérieux, et seuls les étudiants sérieux ont réussi l'examen. D'accord ? Ça, c'est l'usage normal de l'adjectif, de l'expansion nominale qui réduit l'extension du nom. Mais si vous dites les étudiants, virgule, sérieux, virgule, là, c'est tous les étudiants qui sont sérieux. Donc, la position ne réduit pas l'extension du nom. Bon, je vous le montrerai de nouveau tout à l'heure avec les relatives. Mais c'est une fonction, si vous voulez, qu'on introduit vraiment tardivement dans l'enseignement de la grammaire. On peut même proposer tout un enseignement de la grammaire du français sans introduire nécessairement la fonction imposition, qui est beaucoup plus compliquée que les autres parce que ce n'est pas une expansion du nom, c'est une expansion au fond du groupe nominal. Alors ensuite, vous avez donc cette fonction imposition, pardon, j'ajoute qu'elle peut fonctionner aussi avec le nom. Hein. Le nom aussi peut être de fonction imposition. Et puis de même, comme je vous le disais, la relative adjective, cette femme qui est avocate, entre virgules, lui a téléphoné. Un petit complément, deux petits compléments, ce qu'on appelle le complément de l'adjectif, hein, il est fier de son vélo, donc l'adjectif fier peut lui-même avoir un complément en de, qui ressemble un peu à la structure du complément du nom, mais c'est le complément de l'adjectif. Et puis il y a le cas, là aussi c'est une fonction beaucoup plus compliquée que les autres, qu'on n'est pas obligé d'introduire, mais qu'on introduit vraiment tardivement, minimum dans des niveaux C1, C2, c'est l'attribut du COD. Hein. Il a jugé cet homme coupable. Là, si vous voulez, cet homme et le COD est coupable est un attribut du COD. Hein. Quand on dit ils ont jugé cet homme coupable, ça signifie ils ont jugé que cet homme est coupable, et non pas qu'il y a un homme coupable et on l'a jugé. Là, ce serait un adjectif épithète. D'accord ? Bon, donc je n'insiste pas, c'est un problème intéressant hein, du point de vue linguistique, la question de l'attribut du COD, avec les nuances que ça peut impliquer, hein, des ambiguïtés justement, d'une certaine façon, dans certains cas. Mais on ne va pas trop insister ici sur ce sujet. Alors ensuite, vous avez les pronoms. Bon, pour finir, pour avancer dans les différentes natures de mots. Alors, comme je vous l'avais dit dans une première approche, on se limite au cas des pronoms personnels. Hein, c'est vraiment, pour introduire la catégorie des pronoms, on peut se contenter de la notion de pronom personnel, hein, avec donc les pronoms qui peuvent avoir différents types de fonctions, hein, fonction sujet, COD, COI, donc ça ne pose pas de problème particulier. Ce qu'il y a de spécial dans les pronoms français, c'est qu'ils varient en fonction de leur fonction, justement. Ils varient selon leur fonction. Vous voyez, je sais pas, le pronom de première personne, je, devient me quand il est COD. Hein. Il apparaît sous la forme je quand il est de fonction sujet et sous la forme me quand il est de fonction COD. Donc vous voyez que vous avez les pronoms, les listes de pronoms qui varient selon les fonctions qui sont susceptibles d'occuper. Hein. Les pronoms je, tu, il, elle, on sont réservés à la fonction sujet. Les pronoms nous et vous peuvent être sujet ou complément, hein, d'objet direct ou indirect. Et puis il y a
pronoms qui ne sont que COD ou COI, hein, c'est me, te, ce. Des pronoms qui ne peuvent être que COD, le et la. Alice le voit, les voit. Et des pronoms qui ne peuvent être que COI. D'accord ? Donc en fait, il y a une sorte de spécialisation des pronoms selon leur fonction, comme une espèce de trace de la déclinaison hein, en français. Alors il y a aussi le pronom on, hein, qui parfois se substitue à nous, en particulier dans le langage courant. Hein, nous mangeons, on mange. Ces pronoms peuvent parfois... alors un petit détail, oui, que je n'ai pas noté ici, qui est intéressant, c'est qu'on les présente parfois dans la grammaire scolaire en disant première personne du singulier, deuxième personne du singulier, il, elle, troisième personne du singulier, nous, première personne du pluriel, vous, deuxième personne du pluriel, il, elle, avec un S, troisième personne du pluriel. Hein, c'est comme ça que vous avez appris sans doute. Bon alors, ça pose un problème, cette dénomination, même si on la garde, mais il faut avoir à l'esprit qu'elle véhicule une idée fausse. Hein. C'est que nous et vous ne sont pas du tout des pluriels. Il, oui, est le pluriel, il avec un S ou elle avec un S, c'est bien le pluriel de il ou de elle. Mais quand vous dites nous, c'est pas plusieurs je. Nous, c'est moi plus d'autres que moi. Vous, c'est toi plus d'autres que toi. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle des personnes doubles. Hein. Donc, les linguistes, eux, préfèrent dire quatrième personne, cinquième personne, hein, que deuxième personne du pluriel, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. Mais ça, c'est un usage qui bouleverserait un peu trop, semble-t-il, les habitudes de la tradition grammaticale scolaire française. Donc on garde première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. Mais sachant qu'il faut bien avoir à l'esprit que ce n'est pas du pluriel. Hein. D'ailleurs, on voit bien que il au pluriel, et il avec un S est le pluriel de il. Il y a la marque du pluriel, S. Hein. Mais nous, vous, ce serait le pluriel de quoi? Alors, bien sûr, ces pronoms peuvent être utilisés de différentes façons. Hein. Il y a le vous de politesse qui remplace le tu. Il y a le nous qui peut remplacer la première personne. Hein. Vous savez, dans les articles, dans les textes, parfois, nous dirons dans une première partie que, etc. C'est je. Bon, bref, il y a toutes sortes d'emplois particuliers des pronoms. Mais là, on se contente simplement de la nature des mots, de décrire la nature des mots, d'être capable de les repérer. Donc. Alors, ensuite, donc, il y a d'autres types de pronoms. Je les énumère rapidement, mais ça ne pose pas de difficulté particulière. Hein. Les pronoms possessifs du type le mien, la mienne, etc. Alors, attention, il y a une différence en français dans la prononciation entre notre quand il est déterminant possessif, notre maison, et nôtre, le nôtre, quand on utilise donc le pronom possessif et non plus le déterminant possessif. Alors il y a un usage, je ne sais pas si vous avez remarqué cela, mais il y a un usage contemporain du notre déterminant possessif qui tend à ressembler, on va dire, notre maison. Hein. On entend de plus en plus ça en français, donc une espèce d'indistinction avec une fermeture du O ici, qui rapproche le déterminant possessif notre de notre au sens du pronom. Alors ensuite, vous avez les pronoms démonstratifs, hein, celui, ce, celui-ci, celui-là, avec toujours, hein, c'est toujours la même chose avec les démonstratifs, que ce soit les déterminants ou les pronoms, vous avez des emplois anaphoriques et des emplois cataphoriques ou déictiques. Les pronoms indéfinis, qui se classent comme les déterminants indéfinis, quantité nulle, personne n'est venu, aucun n'est venu. Vous voyez, en fait, ce sont les mêmes mots. Il y a vraiment un parallélisme entre la catégorie des déterminants et la catégorie des pronoms. Hein. Je veux dire, par exemple, aucun, vous l'avez dans la liste des déterminants. Si vous dites aucun étudiant n'est venu, c'est un déterminant. Mais si vous dites aucun n'est venu, c'est un pronom. Hein. Donc, vraiment, les deux catégories des pronoms et des déterminants sont assez parallèles. Vous avez les pronoms interrogatifs, bien sûr. Hein. Qui est venu, qui est là, que faites-vous?
Bon, vous pourrez relire tout cela, hein, ça ne présente pas de difficulté. Et enfin, les pronoms relatifs, qu'on reverra évidemment lorsqu'on va parler des subordonnées relatives. Donc, vous avez deux séries dans les formes de relatifs, ce qu'on appelle les formes simples, qui, que, quoi, dont, où, et avec quiconque aussi, bon, qui est un peu à part, mais la série de base, c'est qui, que, quoi, dont, où. Et puis, vous avez une série composée, lequel, laquelle, auquel. Alors là, on retrouve les problématiques de contracter, hein, auquel, à laquelle, duquel, de laquelle, etc. Alors, cette deuxième série de pronoms relatifs, elle a été créée en français, elle n'existe pas en latin. Alors qu'évidemment, les qui, que, quoi, ça existait en latin. Hein. Et ça, c'est une invention du français, cette deuxième série de pronoms. Et on s'en sert en particulier, on s'en sert dans plusieurs cas, mais parfois on s'en sert simplement pour éviter une ambiguïté. Par exemple, dans la remarque que vous avez tout en bas de la diapositive ici, un instrument de l'éducation publique, laquelle, heureusement, en ce temps-là, se gardait de nous enseigner à aimer. Hein. Donc, si vous ne mettez pas laquelle, mais si vous mettez qui, heureusement, en ce temps-là, vous ne savez pas si il est question de l'instrument ou de l'éducation publique. Donc, le recours à lequel, laquelle permet parfois de lever une ambiguïté sur l'antécédent du pronom. D'accord ? Mais dans certains cas, vous n'avez pas le choix. Dans certains cas de relatif, vous êtes obligé d'utiliser une forme de type lequel, laquelle. C'est, par exemple, vous pouvez dire, quand vous avez une fonction indirecte, hein, vous pouvez dire la personne à qui je pense ou la personne à laquelle je pense. Hein, les deux sont possibles. Mais si vous remplacez personne par le livre, vous ne pouvez pas dire le livre à qui je pense. Vous êtes obligé de dire le livre auquel je pense. Là, ce n'est pas juste un choix. Vous avez une obligation parce que dans cette fonction, disons, post-prépositionnelle, quand il y a une préposition, il y a des contraintes beaucoup plus fortes. Hein. Ça ne marche qu'avec les animés humains. Le qui. Et quand vous n'avez pas un animé humain comme un objet, eh bien, vous êtes obligé d'utiliser la forme lequel, laquelle. Hein. Donc, vous avez différentes formes du pronom relatif selon sa fonction. Donc, fonction sujet, c'est qui, hein, la personne qui est là. La fonction complément du nom, c'est dont, notamment, hein, la voiture dont le moteur est en panne. Donc, c'est le moteur de la voiture a été en panne. Donc, alors, pour repérer les relatifs, il faut bien avoir, enfin, pour comprendre, là je vous le dis parce que ça vous en aurez besoin, quand on va faire l'analyse des subordonnées. Hein. Dans le cas des relatifs, il faut toujours essayer de reconstituer la phrase intégrée, donc la subordonnée, hein, disons la phrase avant qu'elle soit transformée en subordonnée relative. Dans cette phrase, la voiture dont le moteur est en panne a été envoyée en réparation. Vous avez en fait la phrase la voiture a été envoyée en réparation et on a intégré la phrase le moteur de la voiture est en panne. D'accord ? Au départ, vous aviez deux phrases. Hein. La voiture a été envoyée en réparation. Et une deuxième phrase, le moteur de la voiture est en panne. Et vous avez intégré le moteur de la voiture est en panne dans la première phrase. Ça donne la voiture dont le moteur est en panne a été envoyée en réparation. D'accord ? Ce qui veut dire que le dont ici a pour fonction d'être complément du nom moteur. Hein, le moteur de la voiture, remplacé par dont. Fonction attribut, l'excellent architecte qu'elle est, c'est-à-dire elle est que, c'est-à-dire excellent architecte. Le professeur que je connais ce professeur, hein, qui pronominalise professeur. Donc, si vous voulez faire le même raisonnement que ce que j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez dire le professeur s'appelle Monsieur Pierre, je connais ce professeur. D'accord ? Et quand vous dites je connais ce professeur,
le COD, ce professeur, est remplacé par que. Je connais que. Ok? Et donc le que pronominalise professeur. Les personnes dont je parle sont italiennes. Je parle de ces personnes. Hein. Donc ici, vous voyez que le pronom dont, il inclut la préposition de. Donc ça lui permet d'être de fonction COI ou d'être de fonction complément du nom. Hein, parce qu'il intègre la préposition de. La fonction complément circonstancielle pour ou, une fonction de complément prépositionnel, elle n'a pas de quoi dessiner. Et puis fonction complément d'agent, ça on n'en a pas tellement parlé, c'est dans le cas du verbe passif, mais c'est assez secondaire. Donc voilà pour un autre type de pronom, les pronoms relatifs. Dernier cas de figure, bon là aussi ce sont des compléments qu'on n'est pas du tout obligé d'enseigner, et surtout d'ailleurs on ne les enseigne pas du tout au début, dans les premiers cours de grammaire, les pronoms en et i, qui ont une particularité, hein, en et i, c'est ce qu'on appelle les pronoms adverbiaux en français. Ils intègrent, alors là aussi ce sont des systèmes où on intègre une préposition à l'intérieur d'un mot. Hein. Par exemple, Jean a fait un beau voyage en Afrique, Jeanne a fait un beau voyage en Afrique, elle en parle souvent, donc elle parle de son voyage. D'accord? En intègre la préposition de. Elle en parle, elle parle de son voyage. Elle travaille dans cette ville depuis longtemps, elle y travaille depuis longtemps. Donc ce sont des prépositions, des pronoms qui intègrent une préposition, soit à, soit de, soit d'autres propositions pour i, qui est plus le pronom iy intègre plus de possibilités de préposition que en. Bon, il y a des contraintes quand on réfère aux êtres animés, mais je passe sur ce point. Alors, on arrive à la question du verbe. Avant de se lancer, je vous propose qu'on prenne une pause de 5 minutes hein, pour reprendre ensuite avec un peu plus de concentration, parce que je sens là que vous commencez à décrocher. Donc, on va faire 10 minutes de pause et puis on reprend. Donc il nous reste pour achever, disons, le parcours des natures de mots qui va assez vite, puisque vous l'aurez remarqué, hein, comme on a déjà travaillé sur l'ensemble des fonctions, eh bien, on a forcément, à un moment donné, été amené à définir, à parler des natures de mots. Hein. Donc quand on traite comme ça séparément des fonctions dans la phrase et des natures de mots, on redit la même chose avec un autre point de vue. Hein. Et c'est pour cette raison que je me permets d'aller plus vite dans cette perspective. Alors, le verbe, évidemment, là, c'est un cas un peu particulier. On pourrait évidemment consacrer un semestre entier seulement à parler du verbe, tellement il y aurait de choses à dire. Mais là, je vais me concentrer simplement sur le verbe en tant que nature de mot, c'est-à-dire comment on le reconnaît, quelles sont ses différentes formes, etc. Donc, d'abord, pour reconnaître le verbe, hein, je vous l'ai dit, comme nature de mot, c'est très simple, le verbe, c'est le mot qui se conjugue. Ça, les apprenants, que ce soit des élèves en français langue maternelle ou en FLE, ils n'ont aucune difficulté à savoir ce que ça veut dire conjuguer. Hein. Conjuguer, c'est quand je dis, quand je me prête à cet exercice, je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Donc conjuguer, c'est très facile de comprendre ce que ça signifie. Et on voit bien qu'on ne peut pas dire avec une chaise, je chaise, tu chaises, il chaise, etc. Bon, donc il y a uniquement une sorte de mots avec lesquels ça marche de dire je, tu, il, etc. Ce sont les verbes. Hein. Donc le verbe, c'est le mot qui se conjugue. Quand il se conjugue, le verbe, évidemment, il varie en mode, en temps, en personne, et il est composé de deux types de morphèmes, comme vous le savez, il y a un radical et une désinence. Bon, et c'est la désinence qui varie, le radical, alors là aussi, il faut, je ne vais pas avoir le temps d'en parler, mais le radical, soit il est fixe, comme, je ne sais pas, dans un verbe comme marcher ou parler, vous avez toujours le même radical, par exemple pour marche, vous avez marche, et ensuite vous avez toutes les désinences.
je marchais, tu marchas, etc. Mais il y a des verbes pour lesquels il y a, le radical change, ou se modifie, se complexifie. Bon, il y a des verbes pour lesquels il y a de gros changements, comme le verbe aller, par exemple. Vous savez, je vais avec un V, nous allons avec un al, nous irons avec un i. Donc il y a 3 radicaux pour le même verbe. Donc là, c'est évidemment un verbe beaucoup plus compliqué à maîtriser. Et puis, dans les verbes du premier groupe, par exemple, vous avez des verbes qui ont des variations du radical, hein. Par exemple, je ne sais pas, appeler, jeter, qui ont des consonnes doubles parfois. Donc il faut évidemment avoir conscience qu'il y a des complexités différentes selon les natures de verbes pour la variation du radical. Et puis, ce qu'on enseigne majoritairement pour ce qui concerne le verbe, ce sont les désinences, donc qui marquent le temps, la personne. Hein, par exemple, dans chantait, à l'imparfait, à la troisième personne du pluriel, chanter A-I-E-N-T. Donc, dans la désinence A-I-E-N-T, vous avez une marque de temps, A-I, hein, qu'on retrouve dans même le passé simple, hein, je chantais, et puis une marque de personne, E-N-T, qu'on va retrouver dans il chante, etc. Donc, on peut décomposer, ça, vous n'êtes pas obligé de le savoir, mais la désinence, on peut la décomposer en plusieurs parties. Alors, traditionnellement, en français, on classe les verbes en 3 groupes, hein, verbe du premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Mais auparavant, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des différences de radicaux. Donc en général, si on veut faire travailler les élèves sur des variations de conjugaison, sur les temps, les modes, il est préférable de les faire travailler sur des verbes qui ont un seul radical. Hein. Parce que dès que vous multipliez les radicaux, évidemment, vous ajoutez une complexité complètement parasite. Parce que si votre but, c'est de faire travailler les variations de désinence, je chantais à I versus je chantais à yes, hein, pour faire la différence entre le passé simple et l'imparfait, c'est inutile de surcharger la difficulté avec des complexités liées aux radicaux, qui sont des complexités morphologiques, disons, et morpholexicales, si on veut. Hein. Par exemple, voilà, pour lire, vous avez le radical lis dans je lis, tu lis, mais le radical lise dans nous lisons, etc. Bon, voilà, vous avez des verbes à 3, 4 radicaux. Donc, quand on veut vraiment travailler sur les variations des désinences selon les temps, les modes des verbes, il est préférable donc de travailler sur les verbes qui comportent un seul radical. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, dans une désinence, on peut décomposer les marques de temps et de personne, mais ça, c'est pour le professeur surtout. Alors, le classement des verbes en groupe, vous savez, vous avez le verbe du premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, ça c'est très critiqué par les linguistes, hein, c'est vraiment récupéré, c'est un héritage d'une tradition grammaticale encore très vivace en France, mais qui n'a pas beaucoup de sens, à part l'opposition des verbes du premier groupe à tous les autres. En fait, c'est ça la seule chose intéressante dans les classements des verbes. Vous avez les verbes du premier groupe donc les verbes en ER, hein, chanter, marcher, danser, sauf, attention, le verbe aller, qui évidemment n'est pas du premier groupe, puisqu'il ne se conjugue pas du tout de la même façon, bien qu'il se termine par la désinence ER. Les verbes du premier groupe, ce sont non seulement les plus fréquents, mais ce sont aussi ceux enfin, c'est le type de conjugaison privilégié par les néologismes, hein. Quand il y a de nouveaux verbes qui apparaissent, liker, tweeter, etc., on les met au premier groupe. Hein. Donc c'est vraiment là le groupe majeur. Deuxième et troisième groupe, bon, on les différencie parce qu'on a mis de côté les participes présents en ir comme finir qui donne finissant versus partir, par exemple, qui n'ont pas un participe présent comme ça, mais c'est une distinction très artificielle. Franchement, ça ne sert à rien de passer du temps à distinguer ces groupes. Hein. La seule chose utile, c'est d'isoler le cas des verbes du premier groupe, et puis les autres, eh bien, ce sont des conjugaisons différentes qu'on peut classer, vous voyez, en mettant des groupes de verbes qui par analogie, se conjuguent de la même façon. Hein. Dans les verbes du deuxième groupe, finir, bondir, grossir. Les verbes du troisième groupe comme partir, servir, qui ont aussi un infinitif en ir, mais qui n'ont pas ce participe présent en issant, hein, finissant, bondissant, grossissant, mais là, partant, servant, fuyant.
Bon, ça, si vous voulez, quand on met ici verbe du deuxième groupe et puis qu'on classe les différents types de verbes du troisième groupe, au fond, les verbes du deuxième groupe, c'est juste une autre liste sur le même plan que ces sous-listes à l'intérieur des verbes du troisième groupe. Bon. Donc ça, évidemment, ce sont des difficultés d'apprentissage, des choses qui se font petit à petit. Il va de soi, enfin ça va sans dire, hein, que si on veut travailler au départ les types de verbes, on les fait soit sur des verbes très fréquents, même s'ils sont compliqués, comme les verbes être, avoir, aller, soit sur les verbes du premier groupe. Hein. Bon. Ensuite, vous avez toute la question des modes et des temps en français. Alors, là aussi, il y a différentes sortes de présentations, mais la façon la plus claire et la plus simple de comprendre le système des temps et des modes, c'est de distinguer les modes, d'abord les modes non personnels et les modes personnels. Alors, mode non personnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personne, hein, il n'y a pas de je, tu, il. Ça, ce sont les modes infinitifs, participes présent et passé. Hein. Ça, c'est une catégorie tout à fait à part de verbes. Hein. Vous noterez qu'on parle parfois de l'infinitif comme la forme non conjuguée du verbe. Alors, ça aussi, on ne va pas changer des traditions très anciennes, mais il faut avoir l'esprit que c'est un non-sens de parler de forme non conjuguée hein, pour l'infinitif. C'est juste que le verbe, il est conjugué à l'infinitif. C'est une forme du verbe comme les autres. Hein. Je veux dire qu'on a la liste des modes et des temps, toutes les formes du verbe sont possibles. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que quand on parle d'infinitif en parlant de forme non conjuguée, l'intuition, c'est que c'est bien à part, hein, c'est bien quelque chose qui est à part, l'infinitif, ou les participes d'ailleurs, mais c'est que ce sont des formes conjuguées à un mode non personnel. C'est pas qu'elles sont pas conjuguées, c'est qu'elles sont conjuguées à un mode non personnel. D'accord ? Donc, mode non personnel, l'ensemble infinitif, participe, présent, passé. Ensuite, à l'intérieur des modes personnels, vous avez des modes temporels et des modes non temporels. Les modes temporels, le mode temporel, il n'y en a qu'un, hein, d'ailleurs, c'est l'indicatif. Il n'y a que à l'indicatif qu'on a de véritables indications de temps, au sens passé, présent, futur. D'accord ? À l'indicatif, vous avez une distinction entre les temps du passé, les temps du présent, les temps du futur. Je marchais, c'est le passé, je marcherai, c'est le futur, je marche, c'est le présent. D'accord ? Bon. Cette distinction, passé, présent, futur, elle n'existe pas au subjonctif ni à l'impératif. Bien qu'on parle de subjonctif présent, le subjonctif présent, c'est pas du tout du présent. Hein. Ça, c'est juste encore une fois, une habitude de la théoridologie qu'il ne faut pas interpréter, disons, à la lettre. Hein. Le subjonctif présent, par exemple, je souhaite qu'il parte. Quand vous dites je souhaite qu'il parte, avec parte au subjonctif présent, c'est un souhait, le départ. Le départ, il est ni présent, ni passé, ni futur. C'est un souhait, une hypothèse, un souhait, etc. Donc, au subjonctif, vous avez toujours ce qu'on appelle, on le simplifie, pour le simplifier, on dit parfois qu'on a le verbe qui n'est pas, ou l'action qui n'est pas actualisée. Hein, c'est pas réalisé. C'est en général des souhaits, des regrets, des choses comme ça au subjonctif. Hein, des choses qui auraient pu ne pas se passer, enfin bref. Donc, ça n'est pas inscrit dans le temps, ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. Donc, même si on parle de subjonctif imparfait, de subjonctif présent, ça n'a absolument aucun rapport avec le passé, le présent et le futur au sens des temps des époques. Donc ce sont vraiment le subjonctif comme l'impératif des modes non temporels. Et puis le mode temporel, l'indicatif. À l'intérieur de l'indicatif, vous avez donc les temps de l'indicatif, c'est-à-dire le présent qui est l'axe du système, et puis imparfait passé simple du côté des temps du passé, futur et conditionnel du côté des temps du futur. Donc, je l'ai rappelé ici, dans le mode indicatif, donc vous avez les temps simples, présent, imparfait, futur, passé simple, conditionnel, présent, les temps composés, passé composé, plus que parfait, passé antérieur, futur antérieur, conditionnel, passé. Donc, je vous les rappelle ici. Hein. Alors, une remarque là sur le fait que le conditionnel est bien un temps de l'indicatif en français. Hein. Il y a des langues dans lesquelles le conditionnel est un mode, mais en français, c'est un temps de l'indicatif.
Tout simplement parce que, d'abord on le voit dans la morphologie, hein, vous avez un parallélisme entre, vous voyez, quand on considère ces 5 temps de l'indicatif, sans prendre des temps composés. Les temps composés, c'est juste, je veux dire, l'auxiliaire qui est mis au temps simple correspondant. Hein. Le passé composé, c'est l'auxiliaire avoir au présent, le plus que parfait, l'auxiliaire avoir, ou l'auxiliaire avoir ou être, hein, mais l'auxiliaire à l'imparfait, etc. D'accord ? Donc ça ne change rien comment dire, ça n'ajoute pas, si vous voulez, une catégorie supplémentaire par rapport aux 5 temps de base. Dans les 5 temps de base, donc, vous avez le présent qui est le centre du système, et comme je vous le disais tout à l'heure, 2 passés, 2 futurs en français. Ça d'ailleurs, c'est assez compliqué parce que le fait qu'il y ait 2 passés, le passé simple et l'imparfait, c'est très difficile à comprendre pour les apprenants parce que souvent, dans beaucoup de langues, il n'y a qu'un seul passé. Hein. Donc les 2 passés du français, ils ont une différence aspectuelle, hein, en fait. Bon, mais on ne va pas entrer là-dedans. Là, évidemment, l'emploi des temps et des modes, c'est un sujet tout à fait passionnant, mais bon, on n'a pas le temps d'en parler, on parle simplement là de l'identification grammaticale, etc. Alors, pourquoi on peut, par la morphologie, simplement observer que le conditionnel est bien un temps de l'indicatif. Quand vous mettez, vous voyez, je n'ai pas pensé à le mettre dans la diapositive, mais en parallèle, le passé simple et l'imparfait. Vous voyez, avec les verbes en ER, marcher. Hein. Je marcherai, R-A-I, je marchais, A-I, je marchais, A-I-S. Marchais, A-I au passé simple, marchais, A-I-S à l'imparfait. Vous voyez qu'en face, du côté des temps du futur, vous avez je marcherai, R-A-I au futur simple, et je marcherai, R-A-I-S au conditionnel. Donc on voit bien que le conditionnel, en fait, c'est l'équivalent de l'imparfait du côté du futur par rapport au passé simple. Hein. On peut dire que le conditionnel est au futur ce que l'imparfait est au passé simple. Hein. C'est-à-dire que vous avez exactement, c'est la même conjugaison entre le couple passé simple et imparfait et le couple futur conditionnel ont la même conjugaison, sauf qu'il y a le R de futur qui s'ajoute dans les 2 temps du futur, au futur et au conditionnel. Donc le conditionnel est bien un temps de l'indicatif. On le voit par exemple quand on transpose il dit qu'il viendra au présent et futur, d'accord ? Il dit qu'il viendra, vous mettez ça au passé, ça donne il disait qu'il viendrait. Donc on voit bien que viendrait, c'est comme le futur, mais juste transposé au passé. C'est pas du tout un mode. Hein. L'emploi, on a des emplois modaux du conditionnel dans les hypothétiques. Si tu venais, je serais content. Bon, voilà, serait conditionnel dans l'hypothèse. Hein. Mais c'est juste un emploi spécial du conditionnel. Il n'y a aucune raison de faire de ce conditionnel modal, d'utiliser ce conditionnel modal pour dire que le conditionnel est un mode. Parce que d'ailleurs, l'imparfait qui apparaît dans ce genre de structure, si tu venais, d'ailleurs, très curieusement, on remarque que même les enfants français natifs ont tendance à dire si tu viendrais, il faut du temps pour qu'ils finissent par comprendre qu'on dit si tu venais, mais l'imparfait est un imparfait modal aussi. Quand on dit si tu venais, c'est pas du tout tu viens dans le passé, c'est une hypothèse. Bon, donc c'est un emploi modal, ce qu'on appelle l'emploi modal de l'imparfait. Hein, là encore, je vous en dis juste 2 mots rapidement, mais dans les temps, vous avez les emplois temporels et les emplois modaux. L'imparfait, il peut servir à indiquer qu'un événement se produit dans le passé. Hein, l'année dernière, nous étions en vacances, etc. Mais l'imparfait peut aussi avoir un emploi modal, donc à ce moment-là, ça n'a plus rien à voir avec le passé, mais il indique une hypothèse. Si tu venais, je serais content. D'accord ? Bon. Donc, il n'y a pas de doute sur le fait que le conditionnel est un temps de l'indicatif. Tous les linguistes sont d'accord là-dessus. Il reste des traces dans la pédagogie, même contemporaine, dans les programmes, etc., où on indique que on parle du mode conditionnel, mais c'est une erreur. C'est tout bêtement une erreur, mais c'est simplement une habitude qui avait été prise
dans l'enseignement de la grammaire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, ensuite, pour le subjonctif, vous avez des temps simples et des temps composés. Donc, encore une fois, on les appelle présents imparfaits, mais comme le subjonctif est un mode non temporel, ça ne veut pas du tout dire qu'on est dans l'époque présente ou dans l'époque passée. Hein. Il faut qu'elle fasse un effort, il fallait qu'elle fît un effort. Bon, inutile de vous dire qu'en français, contrairement à l'espagnol, par exemple, le subjonctif est imparfait en particulier est d'un emploi extrêmement réduit. Et puis, vous avez la même chose avec les temps composés. Et à l'impératif, vous avez uniquement les trois premières personnes. Quand on passe aux autres personnes, on utilise le subjonctif. Voilà, c'est tout ce que je dirais sur les temps et les modes. On pourrait passer beaucoup de temps à parler des emplois des verbes. Hein. Là, je parle simplement de reconnaître le verbe comme nature de mot, hein, puisqu'on est dans le chapitre sur les natures de mots. Comment on reconnaît le verbe, comment on reconnaît, on identifie à quel temps, quel mode il correspond. Hein. Alors, ensuite, il nous reste l'adverbe, la préposition, la conjonction. Bon, pour les adverbes qui sont... Bon, les adverbes, c'est une catégorie de mots, c'est une classe de mots, une nature de mots un peu particulière parce que c'est très multiforme, hein, l'adverbe. Bon, ce qui caractérise ce type de mot, c'est son fonctionnement syntaxique. En fait, c'est le fait que l'adverbe modifie un autre certain type de mot. Hein. L'adverbe, il va modifier un adjectif, il va modifier un verbe, ou alors un autre adverbe, ou même une phrase. Hein. Donc, par exemple, elle agit fermement, fermement modifie le verbe agir. Une écriture peu lisible, l'adverbe peu modifie l'adjectif lisible. Elle travaille très sérieusement, donc vous avez très qui modifie sérieusement, et le groupe adverbial très sérieusement qui modifie travail. Ou bien, vous avez un adverbe qui peut être complément circonstanciel, comme aujourd'hui je travaille. D'accord ? Bon, je ne parle pas de la dimension énonciative. Vous vous souvenez, on avait parlé avec des exemples du type franchement, elle exagère, ou elle exagère franchement. Vous voyez, elle exagère franchement, si vous utilisez franchement comme modifiant exagéré, elle exagère beaucoup. Hein. Ou alors si vous dites franchement au sens de pour être franc. D'accord ? Dans ce cas-là, il y a une dimension, si vous voulez, énonciative, si l'on veut, dans l'adverbe, qui le rapproche des compléments circonstanciels, mais sur un plan un peu différent. Mais je ne vais pas développer ce point. Hein. Donc on va en rester à ces quatre possibilités: modification d'un verbe, d'un adjectif, d'un adverbe, ou fonctionnement, donc modification de la phrase, hein, comme complément circonstanciel. Vous avez aussi, bon, en français, la classe des adverbes en ment, hein, qui fabrique beaucoup d'adverbes de manière, donc qui en général sont liés au verbe. Et puis, sinon, on peut les classer de la façon suivante. Vous avez les adverbes de temps, hein, maintenant, hier, bientôt, les adverbes de lieu, ici, là, ailleurs, partout. Donc, ces adverbes de temps et de lieu, ils ont tendance à être des compléments circonstanciels, mais attention, si vous les utilisez avec des verbes qui se construisent avec des compléments d'objet indirects, l'adverbe va être de fonction complément d'objet indirect. Hein. Il va modifier le verbe, disons. Par exemple, avec aller, si vous dites il va ailleurs, c'est comme il va à Paris. À Paris, c'est un COI. Ailleurs, ça va fonctionner un peu comme c'est un complément du verbe. Hein. L'adverbe, il est complément du verbe. Les adverbes de manière, eux, ils modifient le verbe en général. Les adverbes interrogatifs, pourquoi? Quand les adverbes d'intensité, beaucoup, ou si. Et il y a aussi l'adverbe de négation, à ne pas oublier, hein, on en avait parlé au sujet du groupe verbal, ne pas, ne jamais, ne que. Donc on parle de mots invariables, là aussi, dans la tradition scolaire, bon, sachant que cette catégorie d'invariabilité, c'est une propriété morphologique, mais il n'y a pas une classe de mots qu'on appelle les mots invariables. Hein, Alors, sur la préposition, en fait, la préposition n'est pas tellement intéressante en elle-même, elle est surtout intéressante en tant qu'elle introduit, qu'elle
oui, qu'elle introduit le groupe prépositionnel. Ce qui va être intéressant, c'est la fonction et le fonctionnement du groupe nominal, du groupe prépositionnel, qui peut être un groupe nominal prépositionnel ou autre chose. Hein. Donc, on la trouve devant un groupe nominal, donc par exemple à la mer pour Alice, un pronom pour toi, donc là on aura un groupe pronominal prépositionnel. Je viens pour travailler, là vous avez la préposition pour qui se construit avec l'infinitif travailler, donc ici on va parler de groupe pronominal infinitif, ou de groupe infinitif, pas de groupe pronominal, qu'est-ce que je dis, prépositionnel, hein. Groupe infinitif prépositionnel, comme on a groupe nominal prépositionnel ou groupe pronominal prépositionnel. Les prépositions peuvent être constituées d'un seul mot ou de plusieurs quand on a les locutions prépositionnelles au-dessus d'eux. Bon, voilà. Il n'y a pas de difficulté particulière, c'est-à-dire que dans l'analyse des prépositions, on ne fait que retrouver les fonctions qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire les fonctions complément du nom, complément d'objet indirect, etc., complément circonstanciel, complément de l'adjectif comme on a vu tout à l'heure. D'accord ? Enfin, les conjonctions. Donc, vous avez les conjonctions de coordination, les conjonctions de subordination. Bon, la fameuse liste, mais où est donc Ornicart, qu'on apprenait autrefois dans les grammaires, elle est à peu près juste, sauf le donc, qui fonctionne plutôt, qu'on considère plutôt aujourd'hui comme un adverbe que comme une conjonction de coordination. Hein. Il n'y a que certains emplois de donc, quand ça relie deux phrases, de propositions, pardon, qui peuvent être analysées comme des conjonctions, ou donc peut être analysée comme une conjonction de coordination. Mais en général, les conjonctions de coordination, bon, elles relient soit des groupes de mots, soit des phrases, mais elles ont des contraintes d'emploi quand même assez limitées. C'est d'ailleurs, souvent on hésite, puisque si je prends l'exemple de car, de la comparaison entre car et parce que, hein, parce que c'est une conjonction de subordination, car une conjonction de coordination. Alors que, bon, on a l'impression qu'elle signifie à peu près la même chose. Hein. Il n'est pas venu parce qu'il est malade, il n'est pas venu car il est malade. Bon. Quelle est la différence ? La différence, c'est quand même qu'avec car, vous avez des contraintes d'emploi, vous ne pouvez pas le mettre en début de phrase, vous ne pouvez pas dire car il est malade, il n'est pas venu, alors que vous pouvez très bien dire parce qu'il est malade, il n'est pas venu. Hein. Vous ne pouvez pas non plus focaliser, c'est-à-dire utiliser c'est que avec car. Vous pouvez dire c'est parce qu'il est malade qu'il n'est pas venu, mais vous ne pouvez pas dire c'est car il est malade qu'il n'est pas venu. Donc il y a quand même bien des différences de fonctionnement importantes entre car et parce que, malgré l'impression qu'on a que c'est totalement synonyme, et cela vient du fait que car est une conjonction de coordination qui donc ne peut pas être en début de phrase, ne peut pas être focalisée, alors que parce que est une conjonction de subordination. Les conjonctions de subordination, c'est comme les prépositions, hein, il y a des locutions conjonctives, donc par exemple, je sais pas, dès que, voilà, c'est une conjonction en deux mots, sous prétexte que, etc. D'accord ? Alors, on a terminé, là je suis allé un petit peu vite à la fin, mais voyez qu'on a, là, à ce stade, on a introduit toutes ces notions, aussi bien toutes les fonctions que toutes les natures de mots, que toutes les notions, disons, autour de la phrase. Alors, il ne nous reste plus, donc, vous voyez, on a parcouru quasiment l'ensemble de la grammaire française, il ne nous reste plus qu'à travailler sur les propositions subordonnées et donc sur la distinction entre phrases simples et phrases complexes. C'est le dernier point du cours. Hein. Donc là, je vais commencer un petit peu, mais je reprendrai cela avec un enregistrement. Ou peut-être d'ailleurs je regarderai parce que je dois avoir un enregistrement de l'année dernière. Si ça se trouve, j'ai un enregistrement tout près de l'année dernière que je pourrais vous remettre en ligne. Donc je vais regarder. Mais en tout cas, si je n'ai pas le temps de terminer, je compléterai comme ça. Donc, les subordonnés. Comment on classe les subordonnés ? Là aussi, il y a toutes sortes de solutions différentes. Moi, je vous propose un classement qui me paraît clair et simple. D'abord,
il y a une grande distinction une distinction de base entre les subordonnés qui ont une conjonction de subordination et celles qui n'en ont pas. Là, c'est quand même la conjonction de subordination qui est le point de départ. Hein. En français, c'est vraiment obligatoire. Ça tend à changer, ça d'ailleurs aussi. Hein. En anglais, vous pouvez très bien effacer le that hein, dans une subordonnée qui est l'équivalent du que en français. Hein. Je sais pas, je pense qu'il viendra. Vous pouvez dire I think that he will come, mais I think he will come. Ça marche très bien en anglais, sans problème. Hein. Mais en français, vous ne pouvez pas dire je pense qu'il va venir. Sauf qu'on commence à l'entendre un peu, hein, dans le langage parlé, etc. Mais en principe, la conjonction est vraiment obligatoire. Donc c'est vraiment ce qui caractérise la subordination en français. Il y a une obligation d'avoir une conjonction de subordination pour intégrer la phrase dans la principale. Hein. Donc, à partir de là, une fois qu'on a mis à part les subordonnés qu'on va voir qui n'ont pas de conjonction de subordination, il y a 3 grands types, les complétives, les circonstanciels, les relatifs. C'est tout, il n'y a que 3 grands types de subordonnés. C'est donc très simple. Alors, dans les subordonnés circonstanciels, hein, eh bien, le mot subordonnant, comment dire alors attendez. Oui, pardon, j'ai oublié, je me disais il manque quelque chose. Là, ça commence sur cette diapositive-là avec les complétives. Donc, d'abord, première catégorie, les complétives, hein, qui sont introduites par que ou par si. D'accord ? Les complétives introduites par que ou par si, mais principalement par que. Hein. Je crois qu'il va faire beau. D'accord ? Ou je me demande s'il va faire beau. Donc, dans ce cas, la conjonction de subordination que, c'est un pur outil grammatical. Qu'est-ce que c'est le sens de que ? Qu'est-ce que ça veut dire que ? Rien. Hein. Je veux dire, pas rien, mais c'est un sens très abstrait, purement grammatical, le que. Donc c'est ça qui caractérise. Et le si, pareil, hein, je demande s'il va faire beau, c'est pas du tout un si d'hypothèse, etc. Hein. C'est un si d'interrogation. Donc, dans le cas de la subordonnée complétive, l'outil grammatical, l'outil subordonnant, c'est un pur outil grammatical qui ne donne aucune information. Alors que dans la circonstancielle, le mot subordonnant, il donne une indication. Parce que ça veut dire que ça va être de la cause. Lorsque, ça va être du temps, etc. Donc vous voyez que là, la conjonction, à la différence du que, elle donne une indication sémantique qui va être une information sur le lien entre la principale et la subordonnée. Et enfin, dans le cas des subordonnées relatives, on a encore une situation complètement différente, parce qu'alors là, ce qui est très particulier, on l'a vu un peu tout à l'heure avec les pronoms relatifs, c'est que l'outil de subordination, c'est un pronom cette fois-ci, c'est plus une conjonction. Donc ça veut dire que ce qu'on appelle le pronom relatif, là aussi, c'est en fait, on parle de pronoms relatifs, mais c'est un peu comme les articles définis contractés de tout à l'heure. Hein. Le pronom relatif, on aurait pu l'appeler conjonction relative ou conjonction pronominale. Parce que le pronom relatif, c'est un pronom, certes, mais c'est aussi en même temps une conjonction. Il a un double rôle. Donc, il joue le même rôle que le que de la complétive, mais il a aussi un rôle pronominal. Donc, ça veut dire que le que relatif ou le qui relatif, lui, il va avoir une fonction, puisqu'il a un antécédent, il remplace quelque chose, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Alors que ni le que de la conjonctive, de la complétive, ni le parce que, etc., de la circonstancielle n'ont de fonction. Alors, à partir de là, donc, on va distinguer d'abord les propositions introduites par un mot subordonnant, donc les complétives, avec 2 cas. La conjonctive, donc à l'intérieur de complétive, on distingue la conjonctive et la subordonnée interrogative indirecte totale. Ça paraît un peu compliqué, mais en fait c'est juste pour faire la différence avec les subordonnées partielles, interrogatives indirectes partielles. Donc je crois qu'il va faire beau, subordonnée conjonctive, et je me demande s'il va faire beau, subordonnée indirecte
subordonné complétif toujours, mais d'un autre type, interrogatif indirect total. D'accord? Si le mot subordonnant est une conjonction qui a un sens, vous avez les circonstanciels. Je sortirai quand tu auras fini, je sors parce que j'ai envie de prendre l'air. Hein. Et si vous avez un relatif, eh bien, un pronom relatif, vous avez les subordonnées relatives. L'homme que tu as vu est un ami. Ici, le que a une fonction. Hein. C'est tu as vu que, COD. Le que, il est COD. Le que ici, dont je crois qu'il va faire beau, il n'a aucune fonction. Parce que la phrase il va faire beau, elle n'a besoin de rien d'autre pour fonctionner. Alors que lorsque vous prenez tu as vu, là, tu as vu, c'est incomplet. Il manque le COD. Et enfin, les subordonnés sans mot subordonnant. Donc là, il y a 3 grands cas. Les 2 premiers sont parallèles. Hein, la subordonnée infinitive, la subordonnée participiale. J'entends l'oiseau chanter. Donc attention, là, c'est uniquement quand l'infinitif a un sujet spécifique. C'est-à-dire qu'ici, vous avez le verbe entendre qui a pour sujet je, mais chanter a pour sujet l'oiseau. C'est l'oiseau qui chante. Enfin, c'est pas vraiment le sujet, c'est l'agent du procès, puisque il y a le verbe chanter en tant qu'infinitif, il n'a pas de sujet. Hein. Mais il a un agent, c'est l'oiseau qui fait l'action de chanter. Si vous dites je veux chanter, là, c'est pas du tout une infinitive, hein, puisque c'est le même sujet pour vouloir et pour chanter. Bon, même chose pour la participiale, le chat partit, les souris dansent, et puis là, vous avez l'autre subordonnée interrogative, la proposition subordonnée interrogative indirecte partielle. Je me demande qui chante, hein, ici, avec un pronom interrogatif et le verbe chanter. Alors, ça, c'est le classement d'ensemble des subordonnées. Voilà, c'est ça qu'il faut connaître. Et une fois qu'on a compris ça, eh bien, on peut détailler les différents types de subordonnées avec les complétives, les différents types de complétives. Donc, d'abord les conjonctives et ensuite les interrogatives indirectes avec les différentes fonctions des conjonctives et des interrogatives indirectes. Bon, un petit mot pour terminer sur conjonctive, complétive. La terminologie dans les grammaires est très flottante sur ce sujet. Hein. Sur la proposition conjonctive ou la proposition complétive, selon les grammaires, vous avez des solutions très différentes. Par exemple, il y a des linguistes qui considèrent que la proposition conjonctive, ça inclut même les circonstanciels. C'est tout ce qui a une conjonction de subordination. D'autres vont dire complétive, c'est la proposition qui est complément. Bon, voilà. Donc la solution que je vous propose ici, c'est la solution qui est dans la terminologie grammaticale officielle, et elle est donc préconisée, mais c'est un choix parmi d'autres. Hein. D'autres solutions sont possibles. L'idée, c'est simplement que chacun, qu'on se mette d'accord et qu'on décide une fois pour toutes, disons, de se stabiliser sur une dénomination pour éviter trop de variations. Donc ici, la conjonctive, c'est une sous-catégorie de complétive. D'accord ? Les complétives, c'est donc les subordonnées en que ou en si, et on distingue la conjonctive de l'interrogative indirecte. Bien, alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vais compléter avec un cours enregistré, et la semaine prochaine, je viens avec un sujet d'examen du même type que celui que vous aurez la semaine suivante, et on fera une séance d'entraînement. Vous pourrez bien sûr, je reviendrai rapidement sur les subordonnées si vous avez des questions, si je peux apporter des précisions avant de faire ce petit entraînement. Voilà, merci de votre attention et donc à la semaine prochaine.